Les petits détails des plus grandes séries, bienvenue dans Aviez-vous remarqué? Et voilà, c'est terminé. Dans les fins de séries qui auront fait parler d'elles, on peut citer la fin déconcertante mais absolument géniale des Sopranos, la tout aussi déconcertante mais nettement moins géniale fin de Lost, et puis celle-ci. Une fin douce amère qui nous laisse sans notre série préférée, qui restera un monument du petit écran et un maître étalon pour tous ceux et toutes celles qui voudront dorénavant se frotter à la fantaisie. Alors on essuie ses larmes, on arrête de s'énerver sur le web, on a une petite pensée pour toutes les gamines qui s'appellent Daenerys, et on profite une dernière fois des petits détails et références de Game of Thrones. Cette saison 8 se démarque dès l'ouverture en revisitant son générique de fond en comble, puisque même les anneaux qui tournent en guise de transition sont ornés de toutes nouvelles gravures, représentant la chute du mur, les noces pourpres et la naissance des dragons. Le premier épisode de la saison se veut un reflet du tout premier épisode de la première saison, puisqu'il commence par la reine qui entre dans Winterfell avec son armée, comme Robert dans le pilote, tandis qu'Arya les observe dans les deux cas parmi les gardes. La garde de nuit trouve par ailleurs un cadavre dans une étrange disposition que l'on avait déjà vu plusieurs fois auparavant. La conversation entre Sam et Jon sur ses origines fait écho à celle entre Robert et Ned. Par ailleurs, ce dernier avait promis à Jon avant qu'il ne se sépare à jamais qu'il lui parlerait de sa mère la prochaine fois qu'il se verrait, ce qui arrive finalement puisque lorsque Jon apprend la vérité, c'est en face d'une statue de Ned Stark. L'épisode se termine par une scène entre Jaime et Bran, bien loin de celle qui concluait le pilote, et pour souligner la transformation radicale du Lannister, qui arrivait à Winterfell en enlevant son casque doré dans un geste digne d'une pub pour du shampoing, ici il arrive à Winterfell habillé en paysan et révèle sa chevelure sale sous une vulgaire cape. Une prostituée mentionne à Bronn qu'un Lannister roux nommé Eddie s'est sorti de la première bataille contre les dragons le visage entièrement brûlé. Elle fait en fait référence au caméo d'Ed Sheeran dans la saison précédente, ce à quoi le musicien a répondu amusé sur Twitter. Enfin, on peut voir 3 caméos lors du sauvetage de Yara par Théon. Le scénariste Dave Hill se prend une hache au visage. Celui qui se prend une flèche dans l'œil est joué par Rob McElhenney, le co-créateur de la série Philadelphia, sur laquelle les créateurs de Game of Thrones ont tous les deux travaillé, suivi de l'acteur Martin Starr, qui se prend lui aussi une flèche. Et on passe directement au 3e épisode, le plus long de la série et aussi le plus difficile à tourner, devenu très vite l'épisode de télévision le plus débattu sur Twitter. Le réalisateur Miguel Sapochnik avait bien l'intention de mettre en scène la plus longue bataille jamais vue au cinéma ou à la télévision, battant de loin les 40 minutes du gouffre de Helm dans le 2e volet du Seigneur des Anneaux. C'est aussi la bataille de la série dans laquelle le plus de personnages récurrents meurent, avec Ed la Douleur, Jorah Mormont, Lyanna Mormont, Beric Dondarrion, la sorcière Mélisandre, Theon Greyjoy et le roi de la nuit. Pour tuer le roi de la nuit, Arya utilise la dague qui avait servi à la tentative d'assassinat de Bran dans la première saison, tout en utilisant la même parade qu'elle avait déjà tentée contre Brienne dans la saison 7. Le fait que ce soit Arya qui porte le coup final a été beaucoup débattu, mais de nombreux indices dans les prophéties de Mélisandre laissaient entrevoir cette issue. Dans l'épisode 4, vous avez sans doute été trop occupé à tweeter sur le gobelet Starbucks de Daenerys pour remarquer les deux showrunners David Benioff et D.B. Weiss portant un toast avec Jon et Tormund. Ce qui nous amène à l'épisode 5 qui a choqué de nombreux spectateurs. Pourtant là encore, Bran avait eu à 2 reprises dans les saisons 4 et 6 des visions d'un dragon survolant Port-Réal. Les plus observateurs auront remarqué des explosions vertes un peu partout dans la ville. Il s'agit en fait des restes de feux grégeois cachés par le roi fou et qu'il comptait faire exploser avant que Jaime Lannister ne l'arrête. Toujours dans les prophéties, c'est bien sûr l'arrivée de Daenerys dans la salle du trône de fer que nous attendions tous depuis qu'elle en avait eu une vision dans la saison 2. Sa description de ce qu'elle imaginait du trône de fer correspond en fait à la description du trône faite dans les romans de George R.R. Martin. Une série de livres intitulée non pas Game of Thrones, qui est en fait le titre du premier opus, mais A Song of Ice and Fire, une chanson de glace et de feu. Le même titre qu'adopte le livre d'histoire à la fin de la série, 2 livres qui racontent les mêmes événements, sauf que nous, on restera sur ceux du bon vieux George, qui eux au moins mentionnent Tyrion. Tyrion qui essaie pour la 3e fois dans la série de raconter son histoire de l'âne et du nid d'abeilles dans un bordel, une histoire que l'on ne lui laisse jamais raconter jusqu'au bout. La série, elle, termine bel et bien son histoire avec les enfants Stark, ainsi Sansa qui voulait devenir reine dès le pilote le devient enfin en parallèle de Bran, faisant ainsi d'Arya la seule de la fratrie Stark à ne jamais avoir été reine de quoi que ce soit. Enfin, on notera que la toute dernière scène de la série est un miroir de la toute première, avec les portes du mur qui s'ouvrent et laissent la garde de nuit aller vers le nord, mais ça bien sûr, vous l'aviez remarqué? Non?